Le Clairon. Alors c'est un article qui a inspiré, enfin, si on peut dire ça comme ça, Guilain Benessa. La crise démocratique s'est amplifiée en France depuis la dissolution. C'est ce titre d'un article de vendredi dernier au Figaro. Et donc qui s'appuie sur un sondage Odoxa Blackbone pour le Figaro, selon lequel 82% des Français ont désormais une mauvaise image des partis. Ça, c'est une première chose. Mauvais œil sur les partis politiques. Deuxième chose, les appareils partisans sont jugés ni honnêtes, à 90% des Français, ni crédibles, 85% des Français considèrent qu'ils ne sont pas crédibles. Voilà, donc quelques points évidemment qu'on va étudier et analyser avec Guilain Benessa. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour Clémence Diacoba. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat, docteur en droit, enseignant à l'université de Strasbourg, auteur de Le référendum impossible, comment faire taire le peuple, aux éditions L'Artilleur, et encore On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges, aux éditions L'Artilleur. Alors justement, le référendum impossible, comment faire taire le peuple, là on est vraiment dans cette crise que vous évoquiez dans votre livre, avec cette dernière enquête au Doxa Blackbone. Guilain Benessa. En fait, alors vous avez raison, il y a des chiffres inquiétants dans cette enquête sur la respectabilité immédiate et la confiance que les Français ont envers leur appareil politique. Bon, alors, pas très étonnant, mais c'est pas très étonnant, c'est quand même d'une tristesse infinie. On a tellement l'habitude qu'on oublie de s'étonner en quelque sorte. Je ne cache pas que cet article ne m'a pas ouvert les yeux, je n'avais pas trop de doutes sur les pourcentages en hausse quant à la défiance généralisée, mais il y a une chose spécialement qui a attiré mon attention dans cet article, enfin dans cette enquête menée et dans les commentaires des uns et des autres, c'est que 84%, c'est pas rien quand même, 84% des Français estiment que leur vote aux élections législatives n'a pas été respecté. Ah oui. Donc ça veut dire que 84%, ça veut dire que, alors même qu'on se situe dans une fourchette entre 3 et 4 mois après les élections législatives, alors même que Emmanuel Macron, vous vous rappelez, nous parlait cette fois-ci de la grande clarification. C'était exactement le terme qu'il a employé le 12 ou le 13 juin 2024, je veux dire que lorsqu'il venait d'annoncer les législatives anticipées qui allaient être convoquées fin juin. Ça veut dire que ce moment de grande clarification a abouti finalement à la grande confusion, et que cette grande confusion a abouti à ce que 85% des Français considèrent que leur vote n'a pas respecté. C'est terrible parce qu'on est en fait à une encablure, à un lieu à peine des législatives, et on a l'impression que les législatives ont été enjambées par le président de la République et que les gens se sentent littéralement floués, trompés, manipulés, que tout a été, finalement, que tout ça pour ça, tout ça n'a strictement rien donné. Je ne sais même pas, Clément, s'il faut opter pour la résignation, opter pour la colère, opter pour l'insurrection. Je ne fais aucun appel, je veux dire, à l'insurrection à votre radio, mais tout de même, il y a ce sentiment que la marmite bouillonne, ce sentiment dont Christophe Guy lui parle depuis longtemps, et qui bouillonne à tel point qu'on se demande si oui ou non on va crever tous les plafonds, s'il restera en fait quoi que ce soit d'autre qu'une impression de chaos et de ruine à l'issue du départ d'Emmanuel Macron, ou bien et si finalement ce chemin va se poursuivre lorsqu'il ne sera plus là. Mais cette espèce d'atmosphère de fin de règne, à mon avis, se cristallise dans ce chiffre presque diaboliquement magique, qui est qu'on a 85% des Français qui considèrent que le seul scrutin au titre duquel 70% de Français se sont déplacés, qui faisait figure de game changer, comme on dit aux États-Unis, a abouti à du rien, nada, que dalle. Ça signifie que tout ça pour ça, c'est une bombe que nous avons devant nous, et une bombe dont on ne sait absolument pas comment finalement ça va se déployer un jour. Vous qui avez écrit, je le rappelle, donc le référendum impossible, comment faire taire le peuple, vous l'aviez prévu finalement tout ça aussi, cette crise, ce nada, ce que dalle, ce foutage de gueule, on va dire, d'élection. Donc aujourd'hui, vous qui l'avez écrit, analysé, vous considérez qu'on en est à quel stade ? C'est-à-dire, justement, vous dites on n'est pas loin de l'insurrection, puisque finalement, le vote de toute façon, c'est-à-dire le dernier réflexe, le dernier souffle démocratique que peuvent porter les citoyens pour tenter de croire encore dans ce système, ne fonctionne pas pour eux. Donc si ce levier-là ne fonctionne pas, comment peut terminer cette histoire ? Je vais essayer de ne pas faire de l'archéologie, mais j'aimerais, si vous permettez, Clément, juste un tout petit peu de temps long, qu'on saisisse ce qui se passe. En 1969, quand De Gaulle part, donc il perd son référendum, et il dit en deux phrases à 20 heures, je cesse immédiatement d'exercer mes fonctions. Ce qui veut dire qu'on a une défaite, 20 heures, et un départ. 1969. En 72,
3 ans plus tard, Georges Pompidou, qui est le successeur désigné du général de Gaulle, estime qu'il faut absolument réutiliser le référendum, parce qu'il se doutait qu'on n'allait pas beaucoup l'employer par la suite. Pourquoi? Pour mettre en place le quinquennat. Il ne l'a pas fait à l'époque, mais Georges Pompidou dit qu'il faut absolument le quinquennat parce qu'il faut tester la légitimité du président de la République plus souvent. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un président illégitime doit partir. Donc il faut tester la légitimité du président. Par la suite, on a inventé la cohabitation, qui était la coexistence de deux majorités, une majorité présidentielle et une majorité législative, qui donnait donc lieu à un gouvernement qui était supposé représenter la majorité de la Chambre. Emmanuel Macron a inventé l'hypothèse terminale. Il a inventé l'hypothèse dans laquelle il perd les élections législatives, il perd même toutes les élections intermédiaires, il reste en place et il ne cohabite pas. Ce qui veut dire qu'il ne tient plus du tout compte de ce qui est sorti des urnes et des bulletins de vote, des bureaux de vote. Ça n'existe plus. Un trait de plume a été passé dessus, c'est le grand biffage ou le grand remplacement, si je peux dire. C'est le remplacement de la volonté des Français à l'anéantissement de la volonté des Français. Nous sommes, avec cette histoire, nous sommes ici en 2024. Donc pour vous répondre clairement, à quoi il faut s'attendre? Je pense que à votre antenne, François Coq parle régulièrement de la démocratie minoritaire, cette espèce de volonté du bloc central de garder le pouvoir alors qu'ils sont minoritaires dans les urnes. Il est évident que l'histoire va se poursuivre encore quelques temps, dans la mesure où plus le bloc central est faible, plus il faut extrémiser tous ses opposants. C'est-à-dire extrême droitiser le RN, même si le RN ressemble de plus en plus à un parti de centre-droit. Je rappelle qu'il paraît que c'est l'obsession de Jordan Bardella de créer maintenant un RN qui ressemble à la Maison Bleue d'Alain Juppé, qui était le grand rêve d'Alain Juppé en lieu et place de l'UMP. Et en même temps, on a donc LFI et ses satellites qui sont extrême gauchisés tous les jours un peu davantage au nom de leur antisémitisme, etc., etc. Ce qui veut dire qu'on a en fait un bloc central qui s'amenuise, mais qui repousse hors les limites du tolérable tout ce qui ne pense pas comme lui, hors ce bloc central. Ce qui veut dire qu'à terme, pour vous répondre clairement, ce bloc central va tenir, à mon avis, quelques temps encore. On va voir si le successeur d'Emmanuel Macron, qu'il s'appelle Édouard Philippe ou un autre, parviennent à tirer une nouvelle fois les marrons du feu. Mais je pense aussi que soit le bloc central, un jour ou l'autre, anéantit officiellement ce qu'on appelle le principe démocratique, donc l'élection, comme on a anéanti finalement le référendum. Vous savez, 50 ans plus tard, beaucoup de gens ont même oublié qu'à un moment, on discutait et on décidait par référendum. C'est la grande amnésie. Est-ce qu'à un moment, le principe démocratique lui-même va fera l'objet d'une amnésie collective? Est-ce qu'à un moment, on aura même oublié qu'on votait? Est-ce qu'à un moment, finalement, les bureaux de vote vont officiellement être condamnés? Vous savez, on passera devant les urnes en oubliant même le doux son de ce mot magique de l'époque d'antan. Je ne sais pas. En tout cas, soit à un moment, les gens réclament d'être majoritaires et d'être le démos, et auquel cas ça va prendre, à mon avis, une tournure assez violente et en même temps parfaitement légitime, ou alors le bloc central jouera l'amnésie à coup de tutoriels Netflix et de minoritarisation de l'espace politique, à coup de wokisme de généralisé et de querelles, je veux dire, sans aucun intérêt, histoire de fragmenter un peuple qui n'existera peut-être plus et qui du coup n'aura même plus envie ou n'aura même plus le réflexe de réclamer sa souveraineté et le droit de participer à la chose publique. Oui. Peut-être que la grande amnésie sera là ou peut-être que la grande insurrection sera là. Cette grande amnésie nous fait beaucoup penser au livre de 1984 d'Orwell, évidemment. Vous parlez d'une tournure violente que pourrait prendre ce retour finalement à un démos qui serait légitime, comme vous le dites. C'est toujours très, très compliqué ce sujet. Évidemment, on n'est pas là pour appeler une quelconque révolte, et je le rappelle ici sur Toxin. Mais bon, prenons le temps de réfléchir 2 secondes. À quel moment, finalement, cette révolte, justement, peut être légitime, et donc cette violence peut être légitime? C'est toujours très compliqué de légitimer une violence. Comment on peut, sur le coup, dans le présent, légitimer une violence, finalement? Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'ouverture d'un grand film de Sergio Leone qui était Il était une fois la Révolution, grand film vraiment au demeurant, et qui s'ouvre sur une phrase de Mao Tse-tung qui dit que la révolution ne se fait pas ce n'est pas un dîner mondain, ça ne se fait pas avec tact et courtoisie. La révolution est un acte de violence. Alors, évidemment, l'acte de violence, la question n'est pas de le souhaiter, et d'ailleurs c'est un débat tronqué, à mon avis truqué, puisqu'on reproche à celui qui prédit ou qui envisage la violence, on lui prédit le fait qu'il souhaite cette violence-là. C'est 2 choses qu'il faut totalement séparer. Soit
les masses endormies laissent l'histoire filer, soit les masses se réveillent et ne la laissent pas disparaître. Il n'y a pas 10 000 possibilités. Au fond, toute personne qui appelle au peuple à se réveiller, à rester lucide et à, comme le fait d'ailleurs Philippe de Villiers par ces temps-ci, de réclamer son histoire, de se tenir droit, in fine, conduit au regard de ce qu'est devenu le bloc central, au regard de ce qu'est devenu le gouvernement, au regard de l'amnésie profonde du pays, en réalité fait une sorte de plaidoyer indirect pour une rébellion, puisqu'on réclame de se tenir droit contre la tempête et contre le principe d'endormissement généralisé. Donc, vous savez, il y a une phrase de Nicolas Gomez d'Avila que j'aime beaucoup, c'est nous ne devons pas, alors de mémoire, hein, on ne doit pas renoncer à une vérité simplement parce qu'elle n'a aucune chance de triompher. Je pense que soit on se souvient que cette vérité démocratique, on l'a fait triompher, et je pense que, par exemple, les Gilets jaunes étaient à deux doigts à un moment de prendre d'assaut, je veux dire, l'Élysée, et qu'il y avait quelque chose comme une révolte à gros feu, à gros vent, comme ça, qui se déployait spontanément. Il y a quelque chose qui s'est produit. Et j'ai pas dit qu'il fallait le souhaiter, je dis pas qu'il faut passer par là, mais je pense que, quoi qu'il en soit, un moment, lorsque les choses sont ensevelies trop longtemps, elles finissent toujours par rejaillir d'une autre manière. Oui. Est-ce que cette manière, ce sera les armes et la violence? Je ne sais pas. Mais je pense que si vous prenez, vous savez, si vous reliez les points entre le déchirement provoqué par les agriculteurs, et vous parliez avec un agriculteur à l'instant avant moi, Je vais vous en qui reparler. rappelait lui-même, et qui rappelait lui-même qu'il y a 50 ans, tout ce qu'il a dit concrètement, j'ai entendu la fin de son intervention, il y a 50 ans, le pays se portait mieux. Si vous reliez les points entre la crise des agriculteurs à travers l'Europe, la crise des Gilets jaunes qui a traversé le pays pendant des semaines et des semaines, le grand déclassement qui a lieu depuis longtemps, la paupérisation du régime, la disparition des classes moyennes, tout ça me rappelle une chose simple, c'est une conversation entre Franco et le général de Gaulle. Vous savez ce qu'a dit Franco au général de Gaulle et de Gaulle à Franco? Franco dit, mon général, vous avez réussi votre pari. Le général de Gaulle lui répond, je ne vois pas de quel pari vous parlez, et lui a dit, vous avez installé les classes moyennes. J'ai fait la même chose en Espagne. Tant que les classes moyennes tiennent, la démocratie peut persister, s'installer et ne pas disparaître. Aujourd'hui, la disparition des classes moyennes et la paupérisation fait que le principe démocratique ne tient plus longtemps parce qu'il n'y a plus ce corset, ce creuset général qui fait tenir le socle du fameux vivre ensemble dont nous parlons constamment mais qui disparaît chaque jour un peu plus. Si les classes moyennes crèvent, le pays crève, il ne restera rien. Auquel cas, et dans ce cas précis, on verra si effectivement il y aura un appel ou quelque chose de terrible qui surviendra, ou bien si le principe d'endormissement triomphera contre la rébellion. Et que répondez-vous aux personnes, je ne sais pas si vous avez entendu notre agriculteur justement qui expliquait que l'un de ses amis s'est déjà suicidé malheureusement, et un autre était prêt, quitte à tout perdre, puisque de toute façon il est en train de tout perdre, à se prendre une balle de policier devant la porte de Rungis, parce que moi ça lui permettrait de faire passer un message. On en est à là aujourd'hui, hein, du côté agricole, et ça ce sont des choses qui sont dites et répétées régulièrement, et là il parle de vraiment bloquer le pays au mois de novembre. Que répondez-vous à ceux qui disent oui mais il faut rester raisonnable, et c'est ça qui a arrêté, vous dites ça s'est arrêté, je pense les gilets jaunes à un moment donné, on leur a dit non mais soyez raisonnable, rentrez chez vous, vous dépassez les bornes, etc. Que répondez-vous à on va dire ce conflit entre le raison, le côté raisonnable, et puis cette volonté de survie, enfin ce dernier acte de vie en tout cas de ces agriculteurs notamment? Il y a 10 ans, Clémence, Michel Houellebecq publiait Sérotonine. Vous savez, l'histoire d'un type en dépression profonde qui regarde le pays se fragmenter, se disparaître autour de lui, la France, et n'arrive plus à ressentir la moindre chose. Et à un moment, il y a cette scène terrible où lui, il rencontre, Michel, donc le narrateur, rencontre un agriculteur en pleine souffrance, qu'il n'a pas vu depuis des années, qui est un ami de jeunesse, et il le voit prendre les armes pour aller sur un rond-point et aller au carton contre des flics. Et ça se finit effectivement avec, je crois qu'il y a un tir de balle, il me semble-t-il qu'il prend une balle, il tire sur les flics, etc. C'est-à-dire qu'il envisage une rebelle d'agriculteurs du coin, près de chez lui, qui n'en peut plus. En fait, vous savez, c'est simple. À un moment, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la forme que ça prend, les gens, n'importe qui, évidemment les agriculteurs sont en première ligne, ont le sentiment que la dignité leur a été littéralement ôtée. La dignité. C'est tout ce qui. En fait, en réalité, souvent, c'est ce qu'ils demandent, la dignité. Ils veulent pouvoir continuer à vivre dignement. Si cette dignité leur est ôtée, on ne peut pas faire l'économie de comprendre que le geste que tout un chacun peut avoir est un geste qui ne peut pas être
spontanément, immédiatement, un geste qui se demande si les bornes de la courtoisie, de la bienséance et de la légalité sont respectées. Ces bornes-là finissent toujours par devoir être franchies parce qu'il n'y a plus d'autres, parfois, sentiments que la rébellion première. Je pense que vous savez ce qui est terrible, c'est que le policier qui un jour est susceptible de se prendre une balle dans la tête, ou une balle tout court, je veux dire, ce policier n'est absolument pas responsable de la situation. Les vrais responsables de la situation, ce sont des décideurs qui, depuis 50 ans, nous emmènent dans le mur, qui se cachent les uns des autres et qui se cachent les uns derrière les autres depuis longtemps, qui utilisent toutes les armes du dévoiement, de la dissimulation, de la manipulation pour ne jamais endosser leurs responsabilités. Ce qui fait que même quand les élections passent, que la sanction tombe, que les gens vont aux urnes et qu'ils veulent un changement, au bout, on a la défiance, puis le désordre et finalement un chaos qui ne se résout même pas dans le moindre changement. Je ne peux que comprendre un homme qui ne va pas bien, une personne qui est en souffrance absolue, de tirer les conséquences telles qu'elle le peut et non pas qu'elle le veut encore, parce que je pense qu'elle a même plus le luxe de vouloir ce qu'elle peut vouloir. Merci beaucoup Guilain Benessa, et je rappelle votre livre Le référendum impossible, comment faire taire le peuple, aux éditions L'Artilleur. C'est celui qui est le plus en lien, mais vous avez évidemment aussi On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges, toujours chez L'Artilleur. Merci encore, et je rappelle qu'on faisait référence à cette enquête Odoxa Blackburn, au départ évidemment, ça, comme vous le dites, ça nous a pas permis nous a pas fait découvrir grand chose, sauf que 85% des Français estiment que leur vote n'a pas été respecté. Merci encore